Macron en mode Top Gun avec des lunettes vertes. Vous avez sûrement vu l'image au Forum économique de Davos qui clash Trump, qui fait une sorte de masterclass. Alors, est-ce que Macron est devenu anti-impérialiste ? On va voir ça. En tout cas, moi, j'arrête pas de regarder les images. J'en parle depuis 3 jours avec Chris en mode quand est-ce qu'on fait une capsule là-dessus et tout. J'ai trop envie de la faire. Et Trump, lui, qui dit des dingueries et tout, comme d'habitude, mais là, qui s'humilie parce qu'il parle pendant 72 minutes et il dit des belles conneries. Et ça remodèle un peu les relations géopolitiques, notamment dans l'OTAN et notamment le rapport de la France avec les États-Unis. Et on va parler de tout ça avec Chris. Chris, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Enfin, on fait cette capsule. Hein, oui, comme tu dis, tu nous rebats les oreilles avec ça. Mais en même temps, tu as raison, parce que c'est un vrai changement. Il se passe vraiment des trucs dans le monde. Là, on est vraiment dans les Tu parles des lunettes ? Ouais. Non, les lunettes, c'est génial. On dirait un filtre Snapchat. C'est vraiment ça. Quand tu vois la vidéo, je pense que ça fait l'effet à tout le monde. Tu te dis pas, c'est un fake ou pas? Tu vois, et en vrai, c'est vraiment le problème des IA maintenant, c'est que les trucs fake ont l'air vrais et les trucs vrais ont l'air fake, quoi. Ah bah c'est ça, ouais. On vit vraiment dans une saucisse, hein, la société du spectacle, tout ça. Hein. C'est ça. Bref, non, c'est vraiment les semaines qui semblent des années, là, parce qu'en fait, on a des retournements absolus Enfin, je veux dire, on est le 22 janvier. Il y a déjà eu Maduro qui est tombé avec une expédition impérialiste de fou furieux qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Il y a Macron qui a sucé Trump pour cette expédition. C'est ça, Macron et qui 15 jours après le défonce. Et voilà, la Chine qui reste très attentiste là-dessus. On pourrait presque faire une critique de la Chine là-dessus. Et puis aujourd'hui, qui tire son épingle du jeu. Les États-Unis qui sont en crise très très grave. On l'a dit dans notre capsule sur le pétrole. Enfin, vraiment croire que les États-Unis ont la main aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment de plus en plus, et tu l'as dit là, les États-Unis sont en crise économique très grave. Et Trump est tel un poisson hors de l'eau là, qui s'agite dans tous les sens et fait n'importe quoi. Nous, on avait déjà dit qu'il faisait n'importe quoi de toute façon. Et il agit en fonction du vent, en fonction du cours du pétrole, en fonction du cours du dollar. Il n'y a rien qui va. Et fondamentalement, c'est une crise de l'économie capitaliste qui ne dit pas son nom. Et donc, on va le voir, un saut dans l'impérialisme. Et là, on va voir Macron qui souhaite l'impérialisme chinois. On va le voir, c'est très intéressant. Il appelle l'impérialisme chinois de ses voeux. C'est Macron en mode PCC. Moi, j'ai toujours dit que c'était un agent du PCC. C'est Jean Robin qui m'en avait convaincu à l'époque. On va regarder ça. On va commencer avec Macron, du coup, au Forum économique de Davos, qui attaque de front Trump. Et il dit ça, du coup. We have a place where rule of law and predictability is still the rule of the game. Alors, je vous traduis pas parce qu'il y a la traduction et que c'est trop beau, là, dit par Macron avec son accent, voilà. C'est trop drôle. Alors, selon Zoé, j'ai le même accent en anglais, quoi. Voilà. Et elle se moque de moi, mais elle dit rien quand c'est Macron, quoi. Voilà. Donc, moi, je trouve non, mais t'aurais ces lunettes, on dirait rien. C'est ça, en fait, putain. C'est les Ray-Ban Aviator qui me manquent, quoi. Mais les gens partout dans le monde qui connaissent pas trop Macron, ils doivent halluciner. Ils voient que notre président, il est avec des lunettes comme ça. Il commence à tenir un discours anti-Trump alors que tout le monde se couche et tout. C'est assez drôle, hein. Enfin, c'est improbable, hein. C'est vraiment les lunettes, tu sais, lui, il a un problème à l'œil, donc il veut cacher son œil. Mais c'est vraiment les lunettes qui cachent rien, qui font qu'on voit que ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment... On fait plus que son œil, il a du maquillage sur l'œil, on verrait à moitié. C'est ça, c'est vraiment les lunettes de m'as-tu vu, quoi. Là, en plus, il a pris les Ray-Ban Aviator, tu sais, il a pas pris fumée, il a pris... Alors, c'est pas des Ray-Ban, il y a la marque qui a fait les lunettes, c'est le même type de modèle, mais voilà. C'est Henri, je sais pas quoi, une marque française qui a été rachetée par des Italiens, d'ailleurs. Alors, tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les Ray-Ban Aviator, comme les Ray-Ban Wayfarer, le modèle est pas déposé. Donc tout le monde peut faire reproduire ça. Mais là en plus il a pris. Je vais en faire d'ailleurs. Exactement. Et là en plus il a pris le modèle miroir. Tu vois vraiment tel où ça se reflète dedans là et tu vois le bleu du truc, on dirait vraiment. Et en plus il est sur fond bleu donc on croirait un espèce de fond vert en fait. On croirait vraiment un fake. Là, je te dis, on dirait un fil Snapchat. Tu sais quand tu rajoutes des nez de chat ou des trucs comme ça, t'as l'impression que t'as rajouté des lunettes à Macron, c'est trop bien fait quoi. And my guess is that it is largely underpriced by the market. Tu vois, là, il est en train de jouer une partition magnifique. Alors, désolé de faire le bandeur de Macron. Je n'aime pas ce gars, tout le monde le sait. Je n'aime pas sa politique, mais on peut pas dire que c'est pas un gars intelligent. Et là, face à Trump, qui fait des coups de force, qui est pas prévisible par les marchés, qui dit à Chevron, cassez-vous du Venezuela. 2 mois après, qui dit, en fait, vous pouvez revenir. 6 mois après, qu'enlève le président, qui dit à ExxonMobil d'y retourner alors que ExxonMobil ils se sont barrés parce qu'il avait mis un embargo. Enfin, voilà, tout ça. Ça, c'est pas prévisible, c'est pas bon pour le marché. Et Macron, il arrive, il dit, regardez, chez nous, on fait pas ça. Vous pouvez investir chez nous. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que les marchés financiers américains, le Nasdaq, il s'est effondré ces derniers jours
Parce que comment tu peux investir dans une société où tu sais pas si demain il y aura pas une guerre nouvelle, si demain il y aura pas, je sais pas, de l'émission monétaire, enfin, il arrête pas d'engueuler les gars de la Fed et tout, enfin, c'est très compliqué. Et Macron, lui, il joue le truc en mode, nous, on est la Suisse, quoi. C'est ça. Sachant que le NAS, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'indice quand même des nouvelles technologies, des hautes technologies, l'indice industriel, le Dow Jones, qui se portait pas trop mal, justement avec l'effet de recapitalisation et de protectionnisme, se portait pas trop mal sous Trump. Même le Dow Jones, là, commence à être un peu dans le dur, et la reculade sur Trump lui a donné un petit peu d'influx. En fait, Trump fait n'importe quoi, mais on va l'expliquer plus profondément. On va laisser le maître Macron. Tu disais tout à l'heure, il est bon. Oui, effectivement, c'est vraiment des gens comme ils sont habitués à être des girouettes. Pour être une bonne girouette dans le monde politique, il faut savoir sentir le sens du vent. Il y avait cette phrase de Ford, Edgar Faure, qui disait « Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. » Tu vois. Et bien justement, une bonne girouette, c'est celle qui prend bien le vent, tu vois. Et Macron est devenu un as de la politique parce que c'est un opportuniste de génie, comme il y en a plein, comme Hollande par exemple, ou comme dans l'histoire Trotsky par exemple. Donc, Non mais en plus de ça, ce que je trouve incroyable, là, c'est que c'est un bon acte. Enfin, tu as l'impression qu'il y croit. Genre le mec, il suçait Trump il y a 3 jours et tout. Et là, il tient un discours anti-Trump pro-chinois, vous allez voir. Enfin, c'est complètement aberrant, tu vois. Mais il fait ce qu'il faut faire en politique. Et là, c'est anti-noisette. C'est qu'il assume une ligne. Il prend une ligne et il l'assume. Donc quand il suçait Trump, il était en mode, il condamne pas, il dit que Maduro c'est un dictateur, que le peuple est mieux. Enfin vraiment, c'était un truc totalement aberrant, mais il a assumé une ligne qui aurait pu être bonne. Il aurait pu se mettre dans la roue de Trump, je sais pas, si Trump avait pas fait trop de la merde. Sauf qu'il a rétro-pédalé en plus après, donc c'était un peu... Ouais, mais là, il assume une ligne inverse. Il a dit qu'on allait peut-être envoyer 200 soldats en plus au Groenland, alors que les Allemands, eux, ont récupéré leurs soldats. Il a regardé Trump dans les yeux sur les droits de douane et des choses comme ça. Et donc, du coup, il passe presque pour le maître de l'Europe, si tu veux. Pour le maître d'une Europe qui se rebelle contre Trump, tu vois. Pour sa cote de popularité et puis pour sa légende personnelle, en fait, c'est pas bête ce qu'il fait. Hein. Je pense que à ce jeu-là, il va se faire baiser parce que les gens qui vont voter contre les États-Unis, ils vont plutôt voter Mélenchon ou Le Pen, tu vois, quand tu veux avoir un vote de souverainisme ou de choses comme ça, même si Le Pen aujourd'hui est une serpillière des États-Unis, tout le monde le voit, notamment avec Bardella, mais je pense que les gens, ils préféreront l'original à la copie. Mais sincèrement, je comprends ce qu'il fait, tu vois. Ouais, c'était un effet de, à un moment donné, acculé. De toute façon, c'était soit mourir à petit feu dans l'atlantisme trumpien, qui est très peu supporté en Europe, pour tout un tas de raisons, qui est très peu supporté aux États-Unis. On a vu l'opinion publique, Trump est vraiment dans la merde, il est en train de perdre le Congrès, il va perdre les élections. Donc, à un moment donné, acculé, t'es obligé de changer de voie, et du coup, c'est ce qu'il est en train de faire, quoi. Place like Europe, which sometimes is too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. For sure. Ce gars, putain, mais tu me dirais c'est un acteur et tout, mais je te dirais c'est un acteur. Oui, c'est un acteur, c'est vrai. C'est Tom Cruise. Tout le monde croit que c'est Macron, mais pour moi, en fait, je vais te dire, ma théorie, c'est qu'en fait, c'est un sosie de Macron qui, tu vois, les lunettes, ça sert à ça. Le vrai Macron est pas aussi bon, tu vois. Là, ils ont mis un autre gars et les lunettes, ça sert à nous tromper. Voilà, c'est ma théorie du complot du jour. But which is predictable, loyal. And where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. En plus, c'est faux, loyal, ils ont gelé les avoirs russes, ils respectent pas le droit international en matière de droits de l'homme et tout, que ce soit avec Frontex ou avec le soutien au génocide israélien. Donc en plus, c'est que des conneries, mais je trouve qu'il le dit trop bien et tout, et ça passe un peu pour un truc par rapport à Trump, il passe pour quelqu'un de sain, tu vois. Mais tu sais, ce qui est impressionnant, c'est que en tant que président, c'est une catastrophe, parce que justement, il porte la destinée de pays et d'une partie de l'humanité, tu vois. Mais en fait, là, il parle comme un PDG. Tu vois, donc il parle comme un PDG assez fort, tu vois, et qui vient voir ses actionnaires et qui dit « Ok, la boîte est peut-être un petit peu heavy, comme on dit, voilà. Il y a peut-être un petit peu trop de gras, mais en tout cas, nous, on est capable de rendre un excédent brut d'exploitation à 20%, tranquillement. » Il rassure les actionnaires, c'est exactement ce qu'il fait. C'est exactement ça, ouais. Il rassure les actionnaires, il vient faire un show de grands PDG, comme en France, on les admire, les grands PDG, les Bernard Arnault, un g'a qui avait ce style-là, c'était Tavares. Ouais, Tapi, mais plutôt gros. Tavares de Stellantis, qui a mal fini, hein, tu vois ce que je veux dire, ou l'autre de Renault, là, dans sa valise, là, comment il s'appelait je vois sa gueule, mais Carlos Ghosn, voilà, Carlos Ghosn, voilà. Tu vois, et vraiment, c'est cette incarnation-là, et là, il arrive en tant que PDG, et il rassure les actionnaires mondiaux en disant, bon, vous avez une boîte concurrente, la boîte concurrente, là, détenue par le PDG Trump, qui fait n'importe quoi, qui lance des produits n'importe comment, qui attaque des marchés n'importe comment. Tu dis, nous, effectivement, une petite boîte européenne, on est peut-être moins agile, on est peut-être plus tranquille, mais par contre,
votre capital fructifiera tranquillement. Et c'est exactement ce qu'il essaye de faire. Il rassure les marchés mondiaux. I think this is a good place for today and for tomorrow. So we will be committed during 2026 to try to deliver this global agenda in order to fix global imbalances through more cooperations. And we will do our best in order to have a stronger Europe. Ouais, en plus, c'est que du blabla, ces trucs. Plus de coopération, les mecs, ils sont libéraux as fuck pour la concurrence, mais ils appellent ça la coopération, tu sais. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment que du baratin de PDG en keynote, quoi. Tu vois, vraiment de grands bilans financiers de l'année. Enfin, c'est vraiment trop marrant, quoi. Much stronger and more autonomous based on the pillars I just mentioned and based as well, and we can revert in the dialogue, but on more investment and commitments on defense and security because we have to invest much more because we do believe. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe and you are more than welcome to France. Non mais le pipeau du gars, c'est le gars qui a éborgné les gilets jaunes et tout, qui a vendu des armes pour le génocide palestinien et qui vient te dire ça après, quoi. Mais là, tu vois pourquoi il a fait ça ? Tu vois, je vais te dire ce qu'il a fait. Là, il a dit, je m'en bats les couilles, on est à Davos, j'ai pas envie de parler de politique, les noisettes, les machins. Moi, je veux les gars de McKinsey qui me préparent comme quand j'étais avec Rothschild en train de faire des fusions-acquisitions. Donc là, tous les mecs, là, les gratte-papier qui me parlent de politique, de Mélenchon, de Le Pen, j'en ai rien à battre. Je veux me retrouver comme quand j'étais à Rothschild et que je faisais du cash, tu vois. Et là, il arrive et il parle à des actionnaires, à des businessmen pour leur dire « Venez faire du cash en Europe ». Et c'est vraiment le fond du fond parce que c'est de là d'où il vient. C'est sûrement là où il va retourner d'ailleurs après 2027. Et il arrive à faire ça. Je pense que c'est là où il est efficace en plus. Hein. Oui, c'est ça. Et il arrive à faire ça parce que justement, ça n'est qu'un petit financier. Voilà, ça n'a jamais été un grand homme d'État. C'est plutôt un type autoritaire de toute façon, comme les petits financiers d'ailleurs. Et là, il est dans son rôle. Et c'est ce qu'attend le capitalisme qui est en crise profonde de plus-value, qui cherche de la plus-value, qu'on a trouvé avec la Chine. Mais la Chine est aujourd'hui en crise parce qu'elle a trop de capacités industrielles. Les États-Unis essayent de tout recapter, mais de manière ultra agressive, sans jamais avoir de stabilité. Donc là, il vient offrir une troisième voie et il vient dire « Nous sommes le paradis des investissements. Relancez la machine Europe en balançant votre cash en Europe plutôt qu'aux États-Unis. » Voilà, c'est ce qu'il fait. Je sais que sur Twitter, il s'est fait sucer par les démocrates américains. J'ai vu des gros médias démocrates partager ce qu'il disait parce que là, en fait, c'est la ligne des démocrates. Bien sûr. C'est ne rien changer, en fait. Trump, il essaie de changer les choses par l'agressivité, par le néofascisme avec l'ICE, par de la brutalité impérialiste redoublée, tout ça. Et les démocrates, ils sont en mode statu quo, on continue le business, machin et tout. Et lui, c'est vraiment ça, en fait. C'est la ligne démocrate, quoi. Ce discours-là, il passerait pour quelqu'un de gauche aux États-Unis, tu vois. Nous, on sait tous que c'est un retard, mais il passerait pour quelqu'un de gauche. Bien sûr. Mais tu vois, le Trump, son économie est très problématique. Il fait que du nationalisme, donc... il sécurise pas du tout les marchés, il n'arrive pas à attirer beaucoup de capitaux, ce qui fait qu'il est en train de compresser, il y a un peu d'inflation, et il est en train de compresser vraiment le dollar est en baisse de manière très très importante, hein. Nous d'ailleurs ça nous fait chier parce que on perd de l'argent à la brèche avec ces conneries là de YouTube Money là qui est en dollars. Imagine si on avait de la YouTube Money en yuan. Putain, on serait les rois du monde. Il baisse un peu. Non, vraiment, en euros, là, c'est vraiment la devise la plus forte, en fait. Et donc, Trump oblige à la dollarisation parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec sa politique nationaliste, ça veut dire qu'il va empêcher la circulation mondiale. Il est en train de dédollariser l'économie. Les grands acteurs mondiaux vont vouloir ne plus payer en dollars parce que le dollar est en train de devenir une monnaie fantoche à cause de la politique de Trump. Et c'est pour ça qu'il est en crise, c'est pour ça qu'il est en train de reprendre la main, qu'il tente de reprendre la main en Amérique du Sud sur ses ressources pour redollariser cet endroit-là qui était beaucoup avec l'exportation chinoise, pour contrôler les prix du pétrole de manière mondiale, pareil en Iran, ce qu'il essaye de faire, mais ça ne marche pas. Et là, ce qu'il a fait sur le Groenland pour continuer de mettre la main sur un territoire stratégique où il y aurait probablement des terres rares, etc., et de
justement capitaliser sur des ressources pour rendre le dollar nécessaire, eh ben, il va être en train de perdre. Et là, justement, il est en train de voir l'Europe se retourner. On vient de le voir et on va voir ensuite, ça va aller encore plus loin parce que Macron va se proposer d'être un pays du Sud, c'est-à-dire un pays non capitaliste qui va demander des capitaux extérieurs impérialistes pour pouvoir survivre, quoi. Bah ouais, c'est ce qu'il fait là avec la Chine, on va regarder ça. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe, in some key sectors, to contribute to our growth, to transfer some technologies. Je peux te faire la traduction si tu veux. Vas-y. Donc là, ce qu'il dit la Chine est bienvenue. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir beaucoup plus de capitaux étrangers dans des secteurs stratégiques pour transformer les technologies européennes. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit à la Chine, vous avez trop de capitaux, et ce qui est le cas, elle a tellement accumulé, elle est tellement devenue la première place forte qu'elle est dans une crise impérialiste. C'est une économie un peu mixte, les Chinois. Ils étaient justement un pays du Sud qui captait beaucoup de capitaux, donc ils subissaient l'impérialisme. Là, ils ont tellement accumulé de capitaux et de ressources de production que maintenant, ils doivent, comme l'expliquait Lénine, en exporter. Et donc, ils doivent se lancer dans un impérialisme économique au sens léniniste, parce qu'ils sont monopolistes et en plus, ils ont des capitaux à exporter. Et bien là, Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, nous sommes la périphérie de la Chine, amenez-nous de vos capitaux pour pouvoir qu'on se développe. Tu vois, et il le fait c'est comme un peu ça. la dialectique du maître et de l'esclave quand même. C'est trop exactement, drôle que 40 ans plus tard, les mecs ils demandent à la Chine d'investir chez eux pour récupérer les industries qui eux-mêmes ont délocalisé en Chine il y a 40 ans. Tu vois. C'est ça. Et il dit, mais nous on a besoin de capitaux, on n'en a plus, et donc pour transformer l'appareil économique, capter. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que justement, là, il se place en concurrent de Trump. C'est la pire chose pour Trump. Trump fait ses droits de douane en disant, nous on a l'hégémonie du dollar, et on va mettre des droits de douane partout pour faire une politique protectionniste et pousser à ce que les gens produisent chez nous plutôt que de produire en Chine. Donc il veut relocaliser de l'industrie et des capitaux. Les gens qui ont des capitaux en Chine, peuvent faire ça. Et là, ce que fait Macron, il offre une concurrence au déplacement des capitaux chinois, voire même au déplacement des capitaux américains. C'est-à-dire que là, ce truc de la stabilité, de la loyauté, et les Américains sont très à cheval là-dessus. La règle, la loi, le contrat, c'est quelque chose qui est très important. Deal et tout. Et là, il dit, en fait, vos capitaux que vous essayez de matcher entre les deux pôles, là, Chine et États-Unis, mais pourquoi vous les mettez pas chez nous? Et là, Trump est très emmerdé parce qu'il se retrouve en concurrence avec le déplacement des capitaux chinois et le déplacement des capitaux américains pour l'Europe. Donc là, ils sont en train vraiment de rentrer en concurrence. On rappelle, ou je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Trump a signé un deal avec Taïwan de 500 milliards d'investissements américains à Taïwan pour récupérer une partie de la production de semi-conducteurs de Taïwan. C'est-à-dire que la production est tellement centralisée en Chine, donc en Chine, Taïwan ou en République populaire de Chine, que les mecs en sont même à payer pour essayer de récupérer la production qui est en Chine. Enfin, je trouve ça assez incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cœur du jeu industriel, c'est vraiment la Chine. Enfin, on peut presque interpréter le monde de la production industrielle par rapport à la Chine, quoi, quasi uniquement, quoi. Enfin, quasi uniquement. Pas sur l'agriculture, où il y a des pays comme le Brésil qui sont assez forts, mais même sur l'agriculture, la Chine est très puissante, et les États-Unis aussi, le Brésil aussi, une partie de l'Europe aussi. Mais par contre, sur la production industrielle et de nouvelles technologies, c'est délirant, la Chine, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de rentabilité. Les États-Unis sont obligés justement de faire appel à des capitaux étrangers. Là, il y a un très gros deal qui s'est fait dans le pétrole de schiste américain avec Mitsubishi, qui a fait un achat de compagnie américaine de près de 7 milliards. Là, c'est énorme. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus les moyens de leur politique et donc sont obligés d'attirer des capitaux à l'étranger. Et là, Macron est en train de l'empêcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la voie progressiste, si on devait faire une uchronie, la voie progressiste plutôt que la voie de Trump, tu vois, parce que, étant donné qu'il n'y a pas de gauche aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a jamais le choix de la voie progressiste. C'est soit Trump, soit les démocrates qui sont au final un espèce de centre-droit. Ils pourraient récupérer déjà de la thune en démilitarisant, parce qu'ils ont en fait un budget militaire complètement dingue. C'est ça. Ils pourraient essayer de transformer leur économie. Alors il faudra accepter de passer dans une économie qui serait peut-être la 3e, 4e économie mondiale dans 20 ans, tu vois. Mais comme ils veulent pas perdre ça, alors que de fait ils n'ont pas les moyens économiques d'être la première puissance mondiale, ils sont obligés de partir dans une course presque à l'armement et d'essayer de détruire le monde, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est une reconfiguration de l'économie. Il faudrait démilitariser, détruire le consortium militaro-industriel américain. Ce qu'ils ne vont pas faire, et ce que fait Trump, là, c'est justement qu'il s'appuie dessus avec la finance, le dollar, pour pouvoir envahir l'étranger. Et ça, c'est typiquement une crise impérialiste qui amène vers la guerre. Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'adversaire qui a envie de la guerre. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans une crise en fait, impérialiste. c'est qu'ils sont presque trop gros.
tu vois. C'est ça. Personne qui a envie de la guerre avec eux, tu vois, parce que tu sais très bien que ça va être très compliqué, quoi. Et puis, en fait, on est dans un jeu, paradoxalement, où les économies, et c'est la peut-être différence avec cette époque de premier impérialisme, où il y a en fait finalement très peu de ce que Rosa Luxembourg appelait de territoires non capitalistes à conquérir et donc à se partager. Et les économies sont déjà intégrées entre elles. Ça veut dire que en fait, si tu détruis ton adversaire, tu ne détruis pas simplement un concurrent, tu détruis ton fournisseur. Et c'est pas la même chose de détruire son fournisseur tu détruis la Chine, t'es baisé. Hein. Tu vois ce que je veux dire, que de détruire son concurrent. Et le capitalisme monde est en train de changer ça. Voilà. Mais ça va être intéressant parce que tu parlais d'impérialisme sur le plan économique de la Chine, c'est-à-dire la nécessité de devoir exporter des capitaux. Mais pourtant, la Chine n'a pas cet aspect guerrier, cet aspect... tu vois, donc ça pose question aussi sur la qualification même d'impérialiste de la Chine, tu vois. C'est là où, justement, il y a des choses qu'il faut reprendre de Lénine, puis des choses qu'il faut remettre en question, mais on va plutôt vers un impérialisme purement économique et beaucoup moins militaire, justement pour cette raison qu'il n'y a plus cette nécessité, sauf pour les États-Unis, il n'y a plus cette concurrence de s'emparer de manière archaïque de territoires non capitalistes. En fait, tous les territoires sont recouverts d'une partie plus ou moins avancée du capitalisme, avec effectivement le centre et la périphérie. Comme le dit bien Amine, il y a un développement du sous-développement, mais c'est des pays proto-capitalistes ou sous-développés du capitalisme, et qui n'était pas un sous-développement naturel, qui est vraiment un sous-développement fabriqué par le centre. Le centre a besoin d'une périphérie sous-développée et parfois monodéveloppée aussi, où tu fais faire juste du coton par un pays, donc le pays fait rien à part du coton, il sait même pas le transformer, donc ils sont baisés, quoi. Et d'ailleurs, la crise Trumpiste vient de là. C'est que tant que la Chine était sous-développée, elle pouvait extirper de la plus-value. Maintenant que la Chine a atteint le même niveau de développement, voire est surdéveloppée par rapport à l'Europe ou aux États-Unis, il n'extire plus du tout de plus-value de l'échange inégal, et même il se trouve en concurrence avec eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une crise de l'impérialisme économique. Voilà. Et donc, il faut un rééquilibrage. Et là, effectivement, la voie de l'Europe, alors lui, Macron, il fait ce qu'il peut, c'est de l'impérialisme, il va demander des capitaux, mais la voie de l'Europe, c'est d'aller un peu plus loin, d'être beaucoup plus progressiste, et c'est de se dire, comment on va créer justement une sortie des concentrations de capitaux à l'échelle mondiale. Et donc, il faut remettre tout le monde dans du droit international, mais pas simplement du droit international à l'ONU, etc., mais repenser le commerce international, sortir du dollar, créer une monnaie internationale, discuter avec la Chine, discuter avec la Russie, discuter avec d'autres pays que le centre, etc., et construire des échanges beaucoup moins inégaux pour pouvoir sortir de ce monde impérialiste centre-périphérie et rééquilibrer. On est comme dans la logique de Marx de l'époque à l'échelle nationale, mais là c'est international, l'écart ville-campagne, et là il faut sortir de l'écart centre-périphérie qui crée de la violence, de l'exploitation et de l'accumulation. Ouais. Mais quand je parlais de l'impérialisme, la définition d'impérialisme par rapport à la Chine, c'est aussi par rapport à est-ce que la Chine va être capable, si elle exporte des capitaux, on va se retrouver dans des problèmes d'exporter de l'exploitation, tu vois, de l'exploitation de pays plus pauvres ou des choses comme ça. Et le problème, sauf si elle le fait en Europe. Ça, c'est le fait en Europe, ouais. C'est ce que fait Macron, sauf si elle investit en Europe. Et la question, ce sera ça, c'est justement, est-ce que la Chine va pouvoir tirer profit de ses investissements en Europe ? Ça va être intéressant, justement, parce que si c'est pour investir en Europe dans des capitaux privés qui vont fabriquer de l'exploitation et donc de l'accumulation, si c'est des libéraux et néolibéraux au pouvoir en Europe, ce qui se passera, c'est que les capitaux seront concentrés et l'exploitation sera importante comme elle l'est aujourd'hui en Europe. La demande va se compresser, les salaires vont baisser et la Chine ne pourra pas profiter de ces capitaux exportés parce qu'elle ne trouvera pas de débouché à ses marchandises. Donc la Chine, si elle exporte des capitaux, elle a besoin de trouver des gens qui font repartir la consommation de l'Europe. Et donc, pour ça, il faut redistribuer du salaire et moins concentrer les capitaux, augmenter les salaires, refaire de l'État-providence. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la Chine a pu se développer en étant la fabrication mondiale, c'est parce qu'elle avait un pôle de consommateurs qui pouvaient consommer en Europe. Mais si demain tu tues ça, elle peut bien envoyer tous les capitaux dans les entreprises privées européennes, voire demain américaines. Si les gens se paupérisent, et c'est le cas, voilà, et je dis c'est le cas parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie en cas, voilà, j'ai pas fait exprès. Du coup, c'est le cas aujourd'hui, la tendance à l'économie mondiale et américaine, c'est ce qu'on appelle l'économie en cas. Les plus hauts continuent de suraccumuler et de s'enrichir, et les plus bas sont en train de baisser, et donc ça crée une crise encore plus profonde pour les Chinois qui disposent d'énormes capacités industrielles et de moins en moins de consommation en face.
Ouais. Donc la solution pour la Chine, c'est de faire élire Mélenchon. Voilà, c'est tout. Oui, je parlais même pas vraiment de ça. Je parlais du fait que la Chine a réussi un développement à moitié capitaliste, tout en permettant, on sait qu'il y a 90% des Chinois qui ont un logement, tout en permettant une élévation de la niveau de vie, et aussi parce qu'il y a une volonté politique instaurée par le Parti communiste chinois. Tu vois. Et la question, c'est est-ce que dans un cadre où la Chine va devenir peut-être une puissance impérialiste mondiale, elle va totalement se faire intégrer un peu au système capitaliste, et en fait le Parti communiste chinois sera juste un organe d'approbation comme on trouve avec la social-démocratie, tu vois, ou est-ce qu'ils vont potentiellement pouvoir maintenir des politiques socialistes de plus en plus, tu vois, c'est-à-dire avoir la main sur un développement capitaliste. C'est ça l'enjeu, je trouve, presque du 21e siècle. Oui, je suis d'accord. Le risque de cet export de capitaux, c'est qu'effectivement la Chine retrouve des débouchés extérieurs et ne développe pas son équilibre intérieur, et donc se transforme réellement en pays totalement capitaliste. And not just to export towards Europe some devices or products which sometimes don't have the same standards or are much more subsidized as the ones. Oui, donc là encore il dit faut arrêter de nous envoyer juste des produits, il faut nous envoyer des capitaux quoi, parce qu'on en a déjà parlé. Et je voulais juste finir par Trump au forum de Davos du coup. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait un post qui dit 72 minutes devant le monde entier. Il a confondu plusieurs fois le Groenland et l'Islande. Il a dit que le Groenland c'était un morceau de glace dont dépendait le destin de la planète. Il a dit que les Suisses, parce que c'est en Suisse le forum de Davos, que les Suisses parleraient allemand si il n'y avait pas eu les USA. Alors que les Suisses, ils parlent allemand. Et en plus de ça, c'est plutôt les Soviétiques qui ont vaincu l'Allemagne nazie que les USA. On rappelle que les Soviétiques ont tué 86% des soldats nazis et que les USA ont débarqué un peu sur le tard parce qu'ils ne voulaient pas que les Soviétiques prennent toute l'Europe. Donc voilà, il s'est assez humilié. Il a aussi affirmé que les États-Unis avaient payé 100% de l'OTAN alors qu'ils payaient 16% du budget de l'OTAN. Enfin, voilà. Donc on a vraiment cette opposition qui s'est faite entre Trump et Macron, et surtout entre l'Europe et les États-Unis, avec peut-être une tripartition internationale dont on vient de parler, Chine, Europe, États-Unis, qui est assez intéressante à voir, quoi. Ça dépend des Allemands aussi, parce que les Allemands vont trahir, hein. C'est la loi de l'histoire. Hein. Les Allemands sont plutôt dans une autre logique qui fait très peur. Ils sont plutôt en train de dire, nous, on va utiliser les capitaux qu'on avait pour fabriquer de l'armement. Alors, quand les Allemands fabriquent de l'armement, c'est jamais voilà, quand les Allemands sortent de la crise impérialiste, en plus, c'est intéressant parce que les Allemands historiquement, sont plutôt pas impérialistes parce que, ça je te dis, on a cité Fritz Sternberg la dernière fois. Et justement, ce qui montre, c'est que les Allemands étaient arrivés trop tard dans la compétition impérialiste et donc ils ont dû justement trouver d'autres voies et notamment la guerre à l'intérieur de l'Europe. Mais si voilà, quand les Allemands ne peuvent pas mener la concurrence impérialiste et qu'ils commencent à se réarmer, ça pue un peu la merde. Voilà, donc ça fait très peur. Non, moi je pense que vraiment ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux choses qui se passent. C'est est-ce que la Chine va, essayer de rentrer dans une économie capitaliste impérialiste, voilà, comme tu disais tout à l'heure, et donc vraiment devenir capitaliste, parce qu'elle va exporter des capitaux, ou est-ce qu'elle va continuer son plan de consommation intérieure, même si ça peut être des crises, il y a des crises immobilières, etc. Je rappelle que la Chine, pour info, sur les 10 dernières années, la consommation intérieure, est-ce qu'il booste sa croissance? Et est-ce que les États-Unis vont tenir? Moi, je pense que les États-Unis vont pas tenir. Ils ont une fausse croissance aujourd'hui. On a parlé de l'économie en cas qui est manipulée justement à cause de l'IA. L'IA est une bulle énorme qui va exploser bientôt. Sincèrement, si je savais pas que c'était vrai ce que tu dis, j'aurais l'impression que t'es Onfray ou Aberkan. Tu parles de l'économie en cas, concept que personne ne connaît. L'IA manipule l'économie en cas. On croirait le multivers avec les bulles de savon, tu sais. Ouais, pardon, oui. Mais non, ouais, en fait, l'IA est une bulle. Si vous regardez ça, en fait, vraiment, il y a vraiment les gens qui regardent la croissance américaine disent il y a une énorme croissance américaine, mais en fait, tous les capitaux américains qui ne s'exportent pas sont dans l'IA, qui semble être le seul débouché technologique, mais qui ne redonne aucun investissement. Donc là, ça commence à être problématique. Donc là, en fait, vraiment, les États-Unis sont acculés. Et leur politique protectionniste, leur dollar qui baisse, leur économie interne qui ne fonctionne pas, la bulle de l'IA qui est en train de se faire, la paupérisation de 80% de la population et la suraccumulation en haut, c'est une crise monstrueuse qui menace les États-Unis. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, là, les gens, on est à la fin de l'Empire. Et là, Trump est en train d'ouvrir la voie. Il dit, mais en fait, le monde n'a plus besoin des États-Unis. S'il y a la Chine d'un côté qui produit, qui exporte ses capitaux et les Européens qui consomment,
le monde peut se passer des États-Unis. Et c'est là où tu as raison, ce discours à Davos est en train de dire aux investisseurs, aux bourgeois, à la bourgeoisie capitaliste mondiale, si vous voulez sauver le capitalisme, abandonnez les Américains. C'est vraiment historique ce qui est en train de se passer. Donc tu as bien fait de me casser la tête, à me dire Chris, on va faire un truc économique, travaille, renseigne-toi, regarde le truc, parce que c'est vraiment effectivement quelque chose de fondamental. Bah ouais, c'est incroyable. Et puis d'ailleurs, la Chine aussi a parlé à Davos, a dit faut pas que ce soit la loi de la jungle, pas la loi du plus fort. Donc ils restent aussi dans un truc un peu comme ça, d'essayer de... Parce que eux, le temps leur profite en fait. Plus ça prend du temps, en fait, plus leur domination technologique est en train d'arriver. Donc. Et puis là, elle sépare, quand elle fait ça, parce que comme elle est très en lien avec les gros acteurs privés américains, là, elle sépare, on va dire, le capital privé américain de Trump, qui est un cinglé. Donc elle est en train de leur dire, attendez, vous pouvez pas faire des affaires, ce que dit Macron, vous pouvez pas faire des affaires avec des gens qui font n'importe quoi, tu vois. Donc là, vraiment, Trump est en train d'être pris dans un casse-noix. Voilà, vraiment, je sais même pas s'il finira son mandat. En vrai, il peut s'en sortir que par la guerre, j'ai l'impression. Ah oui, donc s'il finit son mandat, ça pue la merde. Hein. Ouais, il peut s'en sortir que par la guerre, c'est très très dangereux. Mais tu vois, le fait qu'il ait reculé, je finis là-dessus, sur le Groenland, dès qu'il a eu un coup de pression, et je pense qu'il n'a pas les moyens de faire la guerre, en fait. Il n'a ni l'opinion, ni les moyens. Tu sais, avoir l'opinion pour faire la guerre, les Américains, c'est très important. Il n'a ni l'opinion, ni les moyens d'envoyer des troupes. Surtout pour faire la guerre, pour emmerder des gars de l'OTAN, tu vois. À la limite, il ferait la guerre contre l'Iran, il aurait peut-être les moyens, mais aller emmerder les Danois et tout, c'est compliqué pour lui. Tu vois. C'est ça, donc là, tu vois, il a tout de suite dit non, il faut négocier tout de suite le Groenland. Je vais pas faire de... Tu vois, il a dit, vous verrez jusqu'où je peux aller, puis dès qu'il y a eu 200 soldats français. Je veux dire, quand t'as peur de 200 soldats français, c'est que t'as pas les moyens de faire la guerre, tu vois. Mais... oui, et puis donc, il a dit oui, il va mettre des douanes sur le champagne. Mélenchon a dit bon bah très bien, t'auras pas de champagne. Et il s'est retourné, il a dit en fait non, il y aura pas de douane. Oui. Tu vois, mais il a fait ça, on l'a dit nous, on a fait plein de capsules là-dessus. Allez voir, on a fait une bonne capsule qui dit tout sur les relations de Trump-Chine, hein, tu te rappelles, on avait fait ça, je sais plus, en août, avec beaucoup de data, allez voir ça. Mais ouais, il fait le yo-yo. Oui, au moment où on se demandait aussi s'il y avait l'indépendance de la Californie possible. C'est pas la même capsule, mais c'était... Bon, c'était le même moment. Ouais. Et voilà, et donc il fait le yo-yo justement parce qu'en fait il fait des menaces. Comme il n'a plus les moyens qu'on lui obéisse, en fait les gens disent ah bon, bah non. Ah, puis il dit, en fait, non, c'est pas 100%, c'est 60%. Tu vois, la grande gueule, oui. Mais c'est ça. En fait, c'est un gars qui avait, pour finir là-dessus, c'est un gars qui avait le monopole du marché, qui dominait le marché. Voilà. Et en fait, il a sous-traité à un tiers, là, qui s'appelle la Chine, et il dit, moi, je représente 80%, je peux bien lui laisser 10% du business, voilà. Et voilà. Et maintenant, le gars représente, lui, 60-70%. Et quand les consommateurs arrivent, il dit, en fait, le pain au raisin, là, parce que moi, j'adore les pains au raisin, les chocolatines, ça dégage, c'est pas 1 euro, c'est 2 euros. Et l'autre, il dit, bah non, mais je vais aller chez l'autre, là. L'autre, il n'a pas les capacités de produire. Si, ça fait 10 ans maintenant. Et en plus, il me le vend 1 euro. Ah non, je déconne, en fait, c'est pas 2 euros, c'est 1,10 euro. Tu vois, il est dans cette situation-là. Il a créé un pôle concurrentiel, la Chine, et Trump est le consommateur, et il va dire à la Chine, ok, moi, je viens chez vous, quoi. Yes. Bon, on va terminer là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous aider. Ça nous permet de financer plein de projets, et notamment, par exemple, notre événement Plus Jamais PS qui affiche complet le 20 février à Paris. On fera d'autres événements, il n'y a pas de souci, mais maintenant ça affiche complet. On sait qu'il y a des gens qui ont envoyé des mails, voilà, mais malheureusement il n'y aura pas plus de place, donc on ne peut pas les inventer. De toute façon, il y aura une rediffusion aussi sur la chaîne On ne veut plus, donc abonnez-vous à la chaîne On ne veut plus, n'hésitez pas à aller voir les entretiens sur la chaîne On ne veut plus, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes personnelles, d'aller voir Position Revue et tout ça, et sur ce on vous dit à plus. Salut les gens.